public pour votre fidélité chaque fois que je viens dans cet amphi et que je revois tous ces hommes et ces femmes qui sont là et qui s'intéressent à des sujets aussi importants que celui que nous allons traiter ce soir. Je veux dire, c'est du baume au cœur pour ceux qui travaillent. Voilà. Alors, merci à vous, André Area, d'être avec nous ce soir. Alors, vous concernant, il y a ce qu'il y a sur la plaquette, autrement dit que vous êtes professeur en sociologie à l'Université libre de Bruxelles, fondateur du groupe de recherche sur les relations ethniques, les migrations et l'égalité, spécialiste dans l'étude des politiques migratoires et d'intégration, des inégalités sociales, dans le domaine de l'intégration professionnelle des jeunes sur le marché de l'emploi et des pratiques et politiques d'inclusion sociale. Alors, c'est dire l'ampleur de votre champ de recherche, mais il y a ce que ne dit pas notre plaquette. Alors, vous êtes italien, originaire de la région des Pouilles, cher à mon cœur. Vous avez fait une brillante carrière académique autour de la question de la migration. Vous avez été doyen à Sciences Po. Vous êtes un homme d'engagement sur le terrain depuis des décennies et vous avez créé récemment le réseau INES, voilà, interface entre les acteurs de terrain et les politiques sur la question de la précarité. Alors certains d'entre vous auraient pu se poser la question de savoir ce que vient faire là la question de l'exil dans notre thème consacré à l'imaginaire. Alors je répondrai que parcourir le thème de l'exil, c'est cheminer avec l'histoire, celle d'hier et d'aujourd'hui. L'exil a toujours été au cœur de notre imaginaire, il a inspiré les mythes, on pense à Adam et Ève, chassés du paradis, en passant par le déluge, l'exode du peuple juif, la guerre de Troie, où Énée partira avec son père Anchise sur son dos pour débarquer en Italie. Andrea, vous êtes un descendant d'Énée. Voilà. Et si les légendes des fuites forcées ont habité notre imaginaire, la réalité contemporaine, elle, nous dit bien autre chose. Elle nous dit l'Espagne avec l'épisode de la retirada qui a commencé en 1936 et qui s'est 36, 37, 38, même 39, le nazisme, les artistes latino-américains dans les années 1960-1970 qui fuient les régimes, les dictatures militaires. Mais elle nous dit, ici et maintenant, des femmes et des hommes et des enfants qui s'exilent pour fuir des guerres extérieures, des guerres civiles, raciales, la misère, la faim, les désastres climatiques, et qui fuient aussi des régimes politiques comme ceux des talibans ou de l'Iran. Elle nous dit surtout cette réalité qui est inquiétante de la disparité des pays européens sur la question de l'immigration, de l'accueil des exilés, vue trop souvent à travers le seul prisme de la sécurité, alors que les aspects économiques, sociétaux, démographiques et diplomatiques gagneraient à être pris en compte pour qu'enfin nous puissions être à la hauteur de l'enjeu que représente cette question de l'exil et de l'accueil des exilés. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Avant tout, je voudrais vous remercier pour l'invitation et je voudrais vraiment très chaleureusement aussi remercier Marie-Paul Darru parce que vous avez aussi insisté depuis 2 ans à ce que j'arrive. Le micro. Ah, peut-être que je dois être plus près du micro. Vous m'entendez mieux comme ça? Oui. Il faut que ma voix chauffe aussi un peu. Et donc, c'est avec beaucoup de chaleur aussi que je remercie Marie-Paul Darru pour l'invitation et surtout d'avoir insisté depuis 2 ans pour que je vienne. L'agenda maintenant s'est mis et je suis très heureux d'être parmi vous et je suis aussi très honoré de participer à ce genre de rencontre et une idée, l'initiative née il y a 30 ans d'organiser ce collège militaire des libertés. Comme vous allez le voir dans mon exposé, on en a plus besoin que jamais, fort probablement aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter, le titre était basé essentiellement sur une enquête qu'on a faite auprès des hébergeuses et hébergeurs. Alors, vous allez voir, j'ai beaucoup d'écriture inclusive, parce que voilà, je pense que
tout à fait légitime, vous allez voir et vous allez comprendre surtout pourquoi. Mais en même temps, j'ai essayé d'élargir le propos pour que ce ne soit pas trop centré sur la Belgique, mais pour l'inscrire aussi dans un contexte général. Et c'est ce que je vais vous montrer. C'est basé aussi sur 3 ouvrages. Sociologie de l'immigration pour une partie, c'est surtout Héberger les exilés qui est cet ouvrage de comparaison des profils des hébergeuses et des hébergeurs et des motivations pour lesquelles ils hébergent, mais aussi sur un livre qu'on a sorti en 2019 qui portait sur une comparaison de 5 pays sur la manière dont l'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, la Belgique avaient accueilli les demandeurs d'asile syriens en 2015-2016, et qui tournait aussi autour d'une question importante, puisque en fait c'était comment les nommer, et je vais commencer par ça. On a choisi exilés. Pour quelle raison? Parce que sinon on tombe dans le débat sans fin entre est-ce que c'est une personne qui est demandeuse d'asile, mais est-ce que c'est un vrai réfugié, ou est-ce que c'est un migrant économique? Et en fait, en prenant le terme d'exil, on dépasse cette question d'opposition entre la légitimité d'être un migrant économique ou l'illégitimité d'être un réfugié. Et puis ça renvoie aussi à quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que pour les états d'immigration, il y a 4 raisons pour lesquelles on attribue des permis de séjour: pour raison de travail, pour raison humanitaire si c'est la demande d'asile, pour le bénéfice du regroupement familial, et par ailleurs, si l'on en veut arriver, pour faire des études. Ça, ce sont les raisons des États, mais les raisons des exilés eux-mêmes sont toujours enchevêtrées, multiples, divers. Et il est difficile de séparer la question politique de celle économique, par exemple. Et on sait très bien en Europe que l'immigration espagnole, par exemple, puisque vous le citiez tout à l'heure, était fondamentalement à la fois économique et à la fois politique. Donc, terme exilé, c'est la motivation qui nous a poussé à l'utiliser. Alors, je vais présenter mon exposé en 4 temps. Bon, je fais quelque chose de très traditionnel pour un enseignant aujourd'hui, c'est de passer par l'image. Donc j'ai un PowerPoint et je vais commencer par un petit rappel historique sur l'histoire de l'immigration pour comprendre les enjeux contemporains, et en particulier depuis 2022, puisque c'est à ça que je vais m'intéresser. Et puis je vais le centrer sur l'hospitalité citoyenne et les 2 expériences qu'on a vues en Belgique, mais qui sont assez proches d'une situation qu'on a connue en France, et je y ferai référence. Je reviendrai sur, alors pour le coup, pas sur les migrants ou les exilés ou les demandeurs d'asile, mais sur les hébergeuses et les hébergeurs. Qui sont-ils et pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font? Et qu'est-ce qui rend possible, en fait, ce travail important d'hospitalité? Et puis je terminerai sur quelque chose qui est à la frontière entre de la sociologie et de la philosophie, c'est que signifie l'hospitalité? Voilà, c'était un peu l'ordre de mon exposé. Alors pour commencer, je vais vous rappeler juste, on l'a dit en partie, Marie-Paul l'a dit en partie, différentes logiques organisent les politiques migratoires. Il y en a une qui est traditionnelle et qui est toujours considérée comme étant la plus légitime, c'est le travail. C'est la raison ou la logique économique. Il y a une logique démographique. En gros, je dis souvent aux étudiants, l'immigration, c'est des bébés, des cerveaux et des bras. C'est la raison instrumentale de la migration. Il y a la raison humanitaire. La raison humanitaire, c'est en fait le droit d'asile, la Convention de Genève, le protocole de New York, et puis l'ensemble des législations européennes qui garantissent la protection internationale. Sécuritaire, parce qu'il y a toujours eu une tendance sécuritaire dans la politique migratoire, parfois plus accentuée, parfois moins, et je reviendrai sur cette question. Et puis il y en a une dernière qui est identitaire. Et vous allez voir que mon propos, je peux déjà le dire maintenant, parce qu'il va traverser un peu ce que je vais vous présenter, c'est, contrairement à ce qu'on dit habituellement, la politique d'immigration aujourd'hui en Europe n'est pas plus restrictive. Elle est en réalité plus sélective. C'est-à-dire que certains on les veut et d'autres ne le veulent pas. Et cette dimension de sélectivité se base de plus en plus sur la dimension de l'origine nationale et ethnique des nouveaux migrants. Et c'est ça le propos que je vais essayer de soutenir tout au long de cet exposé. Du moins, je vais tenter. Et puis, les logiques que je vous ai présentées, en fait, se mélangent à certaines époques. Alors, je ne veux pas passer trop de temps sur cette dimension historique, mais je trouve que c'est important de l'avoir en tête. Elle est basée essentiellement sur quoi? Sur la construction de l'Union européenne, l'Europe des 6. Je viens de l'immigration italienne. Mon père est venu en Belgique pour travailler dans les mines traditionnellement, comme il y avait des Italiens qui venaient travailler dans les mines à Forbach, en France, etc. L'Union européenne s'est toujours développée en ayant en son sein un pays qui fournit la main-d'œuvre bon marché.
Aujourd'hui, c'est la Pologne, c'est la Roumanie. Demain, c'est la Croatie. Hein. Aujourd'hui, la première population étrangère qui travaille dans les usines en Allemagne, c'est des Croates. Demain, ce sera probablement des Bosniaques, ou peut-être après, ce sont des personnes de Macédoine du Nord, etc. etc. Donc l'Union européenne s'est toujours développée en ayant en son sein un bassin de recrutement de main-d'œuvre bon marché. Dès l'Europe des 6. Et j'ai pris une segmentation historique qui est tout à fait... on peut en débattre, mais c'est pas ça la question, c'est juste pour vous montrer un peu les logiques qui étaient à l'œuvre. 5 périodes que je vais détailler, mais vraiment très rapidement, parce que vous les connaissez. L'ordre des migrations ordonnées, c'est 45-1900, alors je vais dire à la Belge 74 ou 74. Ça varie en fonction des pays, mais c'est plus ou moins la même date. C'est l'immigration de travail pour le développement économique dans les entreprises, qui est à la fois basée sur de la convention bilatérale et en France, singulièrement aussi avec l'immigration algérienne. C'est une logique économique, c'est une logique aussi identitaire. Pourquoi identitaire? La France, par exemple, crée et invente, signe la convention bilatérale avec le Portugal en 1965 pour arrêter l'immigration algérienne. Donc, parce qu'on ne voulait pas, puisqu'il y avait déjà des textes qui disaient que la population algérienne était inassimilable, c'était dans des textes du ministère de l'Intérieur, enfin, c'était pas le ministère de l'Intérieur, mais c'était l'ancienne institution qui se chargeait de l'immigration à l'époque. L'idée était de contrebalancer l'arrivée de travailleurs immigrés d'origine algérienne, et donc on a fait une convention bilatérale avec le Portugal. Et puis il y a une logique sécuritaire, c'est qu'à l'époque, on mettait quand même sous surveillance tous les activistes syndicalistes ou membres parfois des partis communistes, puisqu'ils étaient aussi assez nombreux parmi les migrants. La période suivante, c'est celle de 74 à 89. C'est vraiment la politique de peuplement dans l'ensemble de l'Union européenne. C'est l'accroissement du regroupement familial, singulièrement d'ailleurs en France. Et puis c'est aussi une politique qu'on a essayé de faire, de pousser les étrangers à retourner, mais ça n'a pas vraiment marché. Et une chose qui est vraiment importante à l'époque, c'est que c'est la fin du mythe du retour. Et les travailleurs migrants, et la population autochtone, et les populations et les gouvernements pensaient que les migrants allaient retourner. Bon, mon père disait tous les 5 ans, on va rentrer, mais il n'est jamais rentré. Et en fait, c'est la transformation d'une migration temporaire en une immigration définitive. Et c'est toujours comme ça. Bon, maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que les gens peuvent circuler, c'est dans une logique pendulaire, mais ça a souvent été comme ça. La période qui suit est un peu singulière, c'est 89. Pourquoi 89 c'est important? Parce que 89 c'est la chute du mur de Berlin, bien évidemment, mais c'est aussi quelque chose qui va réapparaître et qui n'existait plus depuis longtemps, c'est l'émigration qui venait de l'Europe de l'Est. Le premier pays qui fournissait de la main-d'œuvre entre 1920 et 1930 en France, c'était la Pologne. C'était la même chose en Belgique, c'était la même chose en Allemagne. Et donc, avec 89, en fait, on retrouve l'axe de migration qui va de l'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest, qui a été bloqué. Et puis, c'est aussi un grand changement, c'est pour ça que je l'ai mis aussi, c'est les pays de l'Europe du Sud, qui étaient des pays d'émigration, deviennent des pays d'immigration. Et singulièrement, ce qu'ils vont faire aussi, c'est qu'ils vont développer ce qu'on appelle le modèle méditerranéen, c'est-à-dire que la plupart de ces personnes sont arrivées non pas dans des accords bilatéraux, on les fait venir en situation irrégulière, ils rentrent sur le marché du travail, et après un certain temps, ils demandent à être régularisés. Et ça, c'était le modèle tout à fait singulier qu'on appelle le modèle méditerranéen, qu'on voit d'ailleurs même encore aujourd'hui. Le seul pays qui aujourd'hui propose la régularisation des travailleurs migrants, c'est l'Espagne, qui fait des régularisations, parce que propose le gouvernement espagnol pour l'instant. Mais il y a aussi, à ce moment-là, puisqu'il y avait eu la régularisation qui s'est passée dans différents pays, il y a aussi, à ce moment-là, quelque chose qui est vraiment singulier aussi, qui est très important. J'ai oublié de le citer tout à l'heure, mais vous l'aviez cité. En matière d'asile, il y avait très peu de demandes d'asile. Durant cette période-là, c'est la guerre en ex-Yougoslavie et 2 pics importants d'arrivée de demandeurs d'asile. D'abord en 91, les Croates, et surtout, et puis en 2001, c'est le Kosovo. Donc ça, c'est aussi des moments d'accroissement des demandes d'asile pendant cette période. C'est une un peu plus contemporaine, qui est l'intégration des 12 nouveaux pays dans l'Union européenne. Et il y a plein de changements qui s'opèrent. D'abord, un accroissement du nombre d'asiles, ça c'est important, avec la crise de l'accueil. Et j'insiste bien, ce n'est pas la crise
migratoire des Syriens, c'est la crise de l'accueil. La crise, elle a porté sur l'accueil des demandeurs d'asile syriens et non pas sur 1,5 million de personnes qui arrivent dans une Union européenne qui en compte 500 millions. Hein, c'est 0,01%. Et puis il y a aussi des changements très importants sur le marché du travail que je n'aurai pas l'occasion de vous présenter aujourd'hui, mais ce qui est vraiment important de savoir en Europe aujourd'hui, c'est que la plupart des travailleurs étrangers sur le marché du travail sont des ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne. Et donc là, il y a une concurrence entre des personnes qui sont des ressortissants de l'Union européenne et d'autre part des personnes qui sont extérieures à l'Union européenne. Et puis, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Je pense que depuis 2020 et la crise ukrainienne, on a une migration nativiste à l'américaine, c'est-à-dire qu'on va choisir l'identité nationale et ethnique des migrants qu'on va vouloir accepter. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a une pression mais gigantesque à la diminution de l'acceptation des demandeurs d'asile. Le pacte européen pour l'asile et la migration a décidé qu'on va faire un premier contrôle à la frontière, c'est-à-dire essentiellement dans le sud de l'Italie, à Lampedusa ou en Grèce, et où des personnes qui viennent de pays dont le taux de reconnaissance du statut de réfugié est inférieur à 20%, vont voir leur dossier traité dans l'île où ils arrivent. Autrement dit, des gens qui viennent du Maroc, des gens qui viennent du Sénégal, qui vont demander l'asile, en réalité, probablement, n'y auront plus accès. D'accord ? Donc il y a quand même une modification substantielle de la conception de la protection internationale. On va la faire dépendre d'un critère qui est la nationalité, alors même que la nationalité constitue un des motifs d'attribution du statut de réfugié. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est important à mettre en... Ceci étant, nous sommes face à un problème gigantesque qui est celui de la natalité européenne, qu'il va quand même falloir traiter d'une manière ou d'une autre. Et bon, cette question-là, pour l'instant, reste largement en suspens. Alors pourquoi est-ce que je vous ai présenté ça? Parce que, en réalité, ce que je vais vous présenter comme expérience d'hospitalité qui a été faite par des citoyens dans le cadre de, on nomme l'hébergement citoyen, ces deux expériences qui ont eu lieu à des moments différents et avec des populations différentes. La première, c'est une hospitalité qui a été organisée envers les exilés qu'on appelait en transit. Ce sont surtout, et je vais vous l'expliquer un tout petit peu plus, mais c'est surtout en fait, entre 2017 et 2020, beaucoup de personnes qui escomptaient passer au Royaume-Uni en traversant la Manche et qui ont erré dans une zone géographique qui est en fait bloquée, qui est le nord de la France, la Belgique, et qui circulait dans cet espace de ce qu'on appelle un espace de transition bloqué ou fermé. Et puis l'autre, c'est la situation tout à fait singulière, et on ne peut que se réjouir que l'on le fait, on l'ait fait, qui est l'hospitalité envers les exilés provenant d'Ukraine et qui dure depuis 2022. D'accord ? Donc je vais comparer ces deux situations. D'abord les situations et puis les personnes qui ont accueilli ces personnes avant de terminer sur qu'est-ce que l'hospitalité. Alors là, je vais vous plonger dans la Belgique. Un peu d'exotisme. Mais il y a déjà la pluie aujourd'hui à Toulon, donc ça vous donne déjà un esprit un peu de comment doit être la Belgique pour l'instant. Alors, en 2017, le démantèlement du camp de Calais va avoir pour effet de jeter sur les routes un certain nombre d'exilés en transit, donc qui espèrent toujours aller au Royaume-Uni, et qui vont en partie, pour une part, arriver à Bruxelles. Et ils vont se retrouver dans un lieu emblématique, parce qu'il a déjà été un lieu qui avait été occupé en 2015-2016 avec les Syriens et les Irakiens, qui est ce qu'on appelle le parc Maximilien. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est un espace géographique qui est relativement petit, où il y a une plaine de jeux, enfin, c'est la photo que vous voyez là, et où on retrouve des Éthiopiens, des Somaliens, et beaucoup de mineurs non accompagnés qui arrivent en nombre aussi à ce moment-là. Et nous avons un gouvernement à l'époque de centre droit avec un secrétaire d'État à la politique de l'asile et de la migration qui était très dur et très hostile à la migration,
et qui dit que ces personnes qui dorment à même le sol doivent être dégagées et qu'il faut faire le nettoyage, et qui conduit à avoir des pratiques d'harcèlement policier où les gens arrivent à 5h du matin, les policiers arrivent à 5h du matin, délogent les personnes, séquestrent un certain nombre de leurs objets, etc. Donc c'est vraiment du harcèlement policier pour qu'ils n'occupent pas cet espace public. Et alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la politique fédérale belge, mais à ce moment-là, il y a une réaction qui va s'opérer, c'est des personnes vont se mobiliser autour de ce qu'on appelle la plateforme citoyenne, alors avec un instrument qui est quand même singulier, qui est Facebook, et qui va être un appel qui dit « Héberger, c'est protéger un humain de nos rues et de nos lois, n'acceptons pas l'inacceptable, rejoignez-nous au nom de nos valeurs et de notre dignité ». Et c'est un message qui est posté sur Facebook, et plus de 40 000 personnes répondent à l'appel pour, alors, non pas héberger directement les personnes, parce que ça va... Il y a un petit schéma, mais qui n'est pas lisible. Je pourrais d'ailleurs envoyer le PowerPoint si jamais vous le souhaitez, ou c'est repris dans l'ouvrage lui-même. Mais les personnes, toutes n'hébergent pas. Mais certaines fournissent des couvertures, certaines préparent des repas, et d'autres surtout aussi font le taxi, en amenant de l'endroit où se trouvent ces exilés, c'est-à-dire le parc Maximilien, vers les logements où les personnes vont être logées. Et la plateforme va être en fait un peu l'intermédiaire qui va organiser l'hébergement citoyen à l'époque. Alors, il n'y a pas 40 000 personnes, encore une fois, qui ont hébergé, mais il y a plus de 3500 personnes qui étaient quand même en permanence dans cet hébergement. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que, bon, en France, vous aviez eu à un moment donné le délit de solidarité, qui après a été cassé par le Conseil constitutionnel. En Belgique, on n'a pas le délit de solidarité. Par contre, la loi est imprécise sur quelque chose qui peut paraître peut-être anodin, mais il y a un article de la loi qui fait la distinction entre l'aide humanitaire et le trafic des êtres humains. Et il s'avère que dans la pratique, si vous donnez un lit où vous nourrissez un exilé, vous faites de l'aide humanitaire. Si vous lui donnez une carte SIM pour un téléphone, vous êtes dans la traite des êtres humains. Si vous le conduisez en voiture sur une aire d'autoroute qui irait vers la mer pour pouvoir après aller, vous êtes aussi dans le cadre de la traite des êtres humains. Ce qui fait qu'il y a eu malgré tout, j'y reviendrai, une criminalisation d'un certain nombre de pratiques et donc de personnes qui avaient ce type de pratique, en particulier l'attribution de la carte SIM. C'était aussi la consultation de l'ordinateur, par exemple. Donc il a fallu faire aussi des messages auprès des hébergeuses et hébergeurs pour leur expliquer les dangers qu'ils encouraient sur base de certaines des pratiques qu'ils avaient. Alors, pendant cette période, ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est, et je le montrerai de manière plus détaillée par la suite, mais c'était un mouvement vraiment d'aide humanitaire. Il n'y a pas de raison, je dirais, il n'y avait pas de politisation. En fait, ce qui est vraiment fort, et c'est important de le comprendre, les psychologues sociaux nous l'enseignent depuis très longtemps, c'est la rencontre avec les personnes qui va politiser les hébergeurs et les hébergeurs. Eux le font, dans un premier temps, pour venir en aide, pour être dans la dignité, les valeurs qui sont les leurs. Et c'est en entendant les exilés raconter leur histoire, ce qu'ils voient, c'est aussi en apprenant ce qu'est la politique d'immigration, qu'en réalité la politisation des hébergeuses et des hébergeurs. Et donc on va passer d'une sorte d'aide humanitaire à quelque chose qui est une politisation, en raison aussi de cette rencontre singulière entre un invitant, une invitante et un autre. Il faut avouer aussi qu'en Belgique, paradoxalement, le secrétaire d'État à la politique d'immigration, comme il avait toujours des termes assez violents, en fait, était le meilleur diffuseur de l'information pour la réaction. Et à force de parler de nettoyage ethnique, on réagit, je dirais. Donc, quelque part, sa manière de parler a constitué une source aussi de mobilisation. Et ce qui est important à l'époque, c'est de comprendre que l'hébergement citoyen n'est pas valorisé par le gouvernement. Il y a des pratiques de criminalisation de certaines des pratiques réalisées par des hébergeurs. Et on est dans une situation où être dans l'hébergement citoyen, c'est une forme de résistance par rapport à l'action gouvernementale et au discours gouvernemental de l'époque. Ça, c'est pour fixer un peu le cadre. Changement de décor.
24 février 2022, invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est important de le rappeler dans ce sens-là parce qu'il y a quand même certains qui réinventent l'histoire. Le 4 mars, l'Union européenne décide d'activer la directive protection temporaire qui a été décidée en 2001. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je vais vous perdre et ce n'est pas l'objectif, mais c'est important de savoir. La protection temporaire a été inventée par l'Union européenne au moment de la crise du Kosovo. Elle a été en discussion en 2015 pour savoir si on allait l'appliquer pour les demandeurs d'asile ou les exilés syriens. Il a été refusé de l'utiliser en considérant que ce n'était pas suffisamment important. Et là, en moins d'une semaine, ça a été important. On reviendra sur les causes pour lesquelles c'est important. Sachez quand même que les données d'Eurostat précisent bien qu'il y a eu 1 500 000 demandeurs d'asile syriens en 2015. Il y a eu 5 millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens en 2022. Personne n'a crié au débordement, à l'invasion, etc. Donc là, c'est aussi important de voir les mots qui sont utilisés, puisque pour les Ukrainiens et les Ukrainiens, pour des raisons qui peuvent être tout à fait légitimes, mais ce n'est pas un souci. Donc là, on voit bien qu'il y a un traitement déjà différent qui va se constituer. Et ce qui va surtout se constituer, c'est qu'il y a tellement de gens qui arrivent que, en fait, les places disponibles pour les Ukrainiens et les Ukrainiennes, il n'y en a pas. Et donc, alors que le secrétaire d'État à la politique d'immigration et de l'asile précédent avait plutôt voué aux gémonies l'action de la plateforme citoyenne, ce que fait le nouveau ministre, c'est lancer sur Twitter, avant même le 4 mars, un appel en disant « Si vous avez de la place, répondez-y et adressez-vous à votre municipalité pour pouvoir accueillir des Ukrainiens et des Ukrainiennes. » Donc on est vraiment dans un renversement total. Ce qui était une forme et une pratique d'hébergement citoyen criminalisée ou du moins pas valorisée, devient en fait la politique publique parce que l'État n'arrive pas à accueillir les Ukrainiens et les Ukrainiennes. Le petit schéma qui est... Ouais, bon, je suis devant, je suis désolé. Le petit schéma qui est ici vous indique en fait où se trouve l'hébergement citoyen, et vous voyez qu'il est vraiment fort développé en Belgique. Vous voyez l'entrée en France. Donc vous voyez qu'il est quand même très concentré sur la Belgique. C'est d'ailleurs... c'était vrai pendant, je dirais, les 2 premières années, ça l'est beaucoup moins. Je reviendrai sur cette question-là. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir vraiment que c'est défini comme étant la politique publique. C'est la politique de l'État. Alors, je vais rester debout. Oui, pas de problème. Alors, je voudrais juste insister sur ce point. Peut-être que, si c'est très clair pour vous, alors il n'y a pas de... Voilà, je ne vais pas m'étaler, mais l'arrivée de l'utilisation de la protection temporaire pour une seule population qui est la population des exilés ukrainiennes et ukrainiens a mis en œuvre ce qu'on appelle le double standard en matière de protection internationale. Et je voudrais vous l'expliquer parce que c'est un changement radical et en même temps ça peut être très utile pour d'autres situations, mais elle est importante. Quelle est la différence entre quelqu'un qui vient d'Érythrée, qui demande l'asile, et quelqu'un qui vient d'Ukraine et qui demande l'asile, ou la protection internationale pour être plus précis? En fait, la personne qui vient d'Ukraine montre sa carte d'identité. Elle vient d'Ukraine, c'est bon, on l'enregistre, elle est enregistrée. En Belgique, elle peut aller dans un service social qui lui délivre un revenu d'intégration sociale 1 300 € par mois et une aide au logement. La personne a droit au regroupement familial tout de suite, et elle a droit à quelque chose qui est singulier en Europe, c'est qu'elle n'est pas, comme on dit, dublinée, c'est-à-dire qu'elle peut circuler où elle veut dans l'espace européen. D'accord? Et j'ai dit déjà qu'elle a... Et alors, elle a aussi l'aide médicale. Si vous êtes demandeur d'asile, vous devez faire un enregistrement. En plus, en Belgique, pour l'instant, la ministre a décidé de ne plus enregistrer que les femmes et les familles, et pas les hommes seuls. Donc, il y a 5000 personnes qui errent dans la rue. Vous êtes inscrit, vous allez dans un centre d'accueil, parce que vous êtes obligé d'être dans un centre d'accueil collectif. Vous n'avez pas droit à l'aide sociale, vous recevez 7 € par jour. Vous n'avez pas droit au regroupement familial. Vous n'avez pas la possibilité de sortir de l'État puisque vous êtes
sous un régime de non-libre circulation dans l'espace Schengen. Autrement dit, vous êtes résidente, à un statut assigné à résidence de cette manière, jusqu'au jour où vous êtes réfugié, qui vous ouvre un certain nombre de pistes. Donc ça crée quand même deux standards très différents en matière de protection internationale. Encore une fois, ce n'est pas pour blâmer la situation vécue par les exilés ukrainiens, c'est pour considérer qu'on peut le faire, on peut dégager des moyens si l'on veut. La question, c'est la volonté politique de pouvoir donner les moyens à une politique de protection internationale qui soit davantage. Mais ça crée quand même une grande différence entre les différentes personnes qui demandent la protection internationale. Oui, j'ai oublié de dire, les personnes ukrainiennes ont le droit aussi d'accès au marché du travail directement. Ce qui n'est pas le cas pour les demandeurs d'asile. En Belgique, c'est assez rapide, hein, c'est 4 mois, pour une raison tout à fait simple, c'est qu'en Belgique, il n'y aurait pas de pommes ni de poires dans les grandes surfaces s'il n'y avait pas les demandeurs d'asile pour les cueillir, puisque l'horticulture, et en France c'est la même chose, hein, pas de courgettes, pas de tomates, s'il n'y a pas d'étrangers dans les champs. Ça, c'est bon. Alors, on pourrait se poser évidemment la question, on voit bien que la question qui motive cette différence est une question, et on le voit encore plus aujourd'hui, je veux dire là c'est évident, c'est une question géopolitique. Et c'est avoir défini, je crois que c'est Macron qui avait parlé de communauté politique européenne, oui, c'est inclure aussi l'Ukraine, c'est aussi, si possible, la Moldavie, et tous les autres États qui sont menacés peut-être d'une invasion russe dans le futur si l'idée de Yalta est dans la tête de Poutine. Par ailleurs, il y a aussi la question de l'adhésion à l'Union européenne, à l'OTAN. Donc on voit bien qu'il y a une justification qui dépasse la situation singulière des personnes qui demandent la protection internationale. C'est une logique collective et politique qui est au fondement de cette décision. Mais qui a conduit quand même aussi à faire... Enfin, il y a un budget européen pour aider les États membres à accueillir les réfugiés, qui est vraiment substantiel, en plus de, par ailleurs, tous les budgets que reçoit légitimement l'Ukraine pour pouvoir combattre contre la Russie. Mais encore une fois, ça crée une discordance dans le traitement des demandes d'asile. Donc, vous voyez deux situations très différentes. Maintenant, je vais vous présenter qui sont les hébergeuses. Et vous allez voir pourquoi je dis hébergeuses. Et quelles sont leurs motivations et comment ça fonctionne. Et je vais comparer les deux types d'accueil d'exilés, puisqu'ils sont un peu différents. Alors, je vais commencer par les exilés dits transmigrants. Alors, je ne vais pas vous montrer, j'ai des chiffres, mais je vais vous les montrer. Ce qui est vraiment important, c'est majoritairement des femmes. Avec une classe d'âge, mais ça apparemment c'est la même chose par rapport à Toulon, donc voilà, c'est partout. Classe d'âge, en général plus de 40 ans, mais ça peut être aussi au-delà de 60 ans. En gros, c'est aussi quelque chose qui est important à avoir en tête, c'est des populations qui sont dans ce qu'on appelle sociologiquement en disponibilité biographique. C'est-à-dire qu'on a moins de petits-enfants, enfin, on a du temps. On a du temps pour consacrer à autrui, et donc on est dans cette situation de pouvoir accueillir des personnes. À un haut niveau d'études, bien sûr aussi au niveau socio-économique, il faut avoir de l'argent pour accueillir les hébergents, donc il faut avoir d'abord des habitations qui permettent d'héberger des personnes, et d'autre part de pouvoir les nourrir, donc aussi c'est plutôt des classes moyennes supérieures. Pour les transmigrants et transmigrantes, c'était surtout des personnes de Bruxelles ou dans la périphérie, très très peu de néerlandophones, ce qui va être l'inverse après. Et caractéristique très importante, la plupart de ces hébergeuses et hébergeurs n'avaient aucune tradition de mobilisation politique ou syndicale ou associative avant. Ce sont des personnes qui se sont vraiment mobilisées sur un argument proprement humanitaire dans un pays. Alors, comment ça se passe? Ça, c'est sans doute ce qui a souvent été sous-évalué précédemment dans les travaux même des sociologues, des philosophes, c'est l'importance de l'émotion. Bon, aujourd'hui, on dirait presque que c'est l'inverse. On se demande où est la raison dans certains débats politiques, puisque tout est gouverné souvent par de l'émotion. Mais la question de l'émotion est vraiment importante. Bon, j'ai mis quelques extraits, je ne vais pas les lire, mais
c'est un premier extrait qui est de Sandrine qui dit bon, je savais que c'était quand même assez difficile à voir ce qui se passait au parc Maximilien. Et quand je suis arrivé au parc, et là, c'était quand même les premières fois, c'était un choc. Cette idée de choc moral qui est fondée sur une émotion forte, en fait, c'est ce qui conduit souvent à expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu un passage à l'acte de venir en aide. Encore une fois, ce venir en aide est varié, c'est pas nécessairement héberger, ça peut être faire, encore une fois, c'est vraiment important de l'avoir en tête, c'est faire des plats pour plein de gens, c'est pouvoir surtout faire du taxi pour amener les personnes, puisque la manière dont ça se passait, c'est à 19h, la plateforme disait il y a 3 Syriens qui sont à l'angle de telle rue, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir? Ils postaient ça sur Facebook, et directement il y avait quelqu'un qui disait je peux les avoir, mais je ne sais pas venir les chercher, est-ce que quelqu'un peut venir? Et donc c'est vraiment Facebook qui a servi de plateforme d'organisation de l'ensemble des activités. Donc premier élément, c'est le choc moral, et donc la dimension 1. Deuxième caractéristique, ça c'est chiffre, c'est la disposition professionnelle. Les personnes qui sont mobilisées, ce sont des femmes, donc elles sont nécessairement aussi davantage, en raison de l'inégalité hommes-femmes, dans les métiers du care. Donc on retrouve des infirmières, des travailleuses sociales, des avocates, et quelque part, venir en aide aux demandeurs d'asile, aux exilés, c'est un peu dans la continuité de leur pratique professionnelle. Et donc on ne trouve pas beaucoup de banquiers, on ne trouve pas beaucoup même d'ouvriers, etc. C'est aussi pour d'autres raisons qui sont davantage financières, mais voilà, c'est vraiment la continuité, c'est mon engagement vers les réfugiés, c'est inscrit déjà dans ce que je fais professionnellement depuis 10 ans. Je travaille dans une association 1901 qui veille au bien-être animal et humain. Donc, vous voyez, animal et humain, ça montre bien que ce n'est pas quelqu'un non plus qui est mobilisé sur la question de la migration. Même chose ici, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors ça c'est intéressant. Il y a eu beaucoup de témoignages où on disait que bon, les transmigrants, c'est la grande différence, je ne vous l'ai pas dit, je m'en excuse, sont surtout des garçons relativement jeunes, alors que les exilés ukrainiens sont majoritairement des femmes, à plus de 80%, puisque les hommes sont au combat. Donc ce qui modifie quand même le type de relation qu'on peut avoir. Et une des attitudes qu'on voyait avec les hébergeuses des exilés transmigrants, c'est une attitude très maternelle, puisque même beaucoup de ces jeunes appelaient leur invitante maman. C'est une substitution maternelle, parce qu'elle venait en aide en le conduisant chez l'avocat, chez le médecin, en prenant en charge un certain nombre d'activités de tous les jours. Donc, premier élément, choc moral. Deuxième élément qui me motive aussi, c'est la disposition professionnelle. Et puis il y a aussi l'engagement qui vient dans cet extrait, je ne vais pas vous le détailler non plus, mais c'est ma meilleure amie m'a parlé qu'elle hébergeait, puis je l'ai accompagnée, et puis après j'en ai parlé à mon mari, et puis comme j'ai vu que ça se passait bien, je me suis lancé aussi. Donc il y a aussi un effet de réseau, de connaissances, qui fait que on s'emballe aussi parce qu'on partage d'abord les mêmes valeurs, mais surtout c'est l'expérience, et ça crée quelque part non pas une obligation morale à le faire, mais ça encourage à pouvoir le faire, ou ça rassure sur la manière dont les choses peuvent se passer. Et puis, je vous l'ai déjà cité précédemment, un des éléments quand même qui revient dans les entretiens, c'est la conversion, on pourrait dire, des attitudes des hébergeuses et hébergeurs, qui passent de l'aide humanitaire à aussi une conscientisation de ce qu'est la politique migratoire, des difficultés auxquelles sont confrontés les exilés qu'ils accueillent. Et donc, les personnes ont commencé à s'informer sur la politique migratoire et à comprendre un peu les enjeux, et aussi, en fait, à construire un discours de résistance à l'encontre de la politique migratoire. Je ne l'ai pas dit, et c'est important, puisque une des grandes différences qu'on va voir entre les hébergeuses et les hébergeurs des transmigrants et les personnes qui vont héberger les exilés ukrainiens et ukrainiennes, c'est la durée. Pour les transmigrants, ça peut être une nuit, ça peut être 3 jours, ça peut être une semaine. Pour les exilés ukrainiens, ça va être 3 mois, 6 mois, 9 mois. C'est-à-dire que l'engagement qui va être pris est assez différent. Il est vraiment plus important, plus conséquent.
Voilà, je ne l'ai pas évoqué, vous allez voir, ça va revenir dans la dernière partie sur l'hospitalité, mais je voulais déjà le préciser maintenant. Du côté des hébergeuses des exilés ukrainiennes et ukrainiens, même chose, très majoritairement des femmes. Alors ça s'est développé surtout en Flandre, et je expliquerai dans un instant pourquoi c'est surtout en Flandre. Au niveau socio-économique, au niveau d'études, c'est aussi toutes des personnes qui sont diplômées en général de l'enseignement supérieur, notamment universitaire, qui ont des revenus importants, mais surtout qui ont de la place. Puisque là, c'est pas héberger quelqu'un en plus dans la chambre à côté des enfants, ou de leur chambre qui est laissée vide par l'enfant qui est parti, c'est avoir une chambre en plus où quelqu'un va pouvoir y loger pendant une période relativement longue et qui n'est pas nécessairement déterminée auparavant. Et même chose aussi, c'est aucune politisation, c'est vraiment la dimension morale de l'hospitalité qui est surtout avancée dans un tout premier temps. Alors, quelles sont les motivations des hébergeuses et hébergeurs des exilés et exilées ukrainiennes et ukrainiens? Il y a trois logiques, une logique identitaire, humanitaire et genrée. Ce qui différencie un peu ce que je vous ai dit précédemment. Alors, identitaire, ça revient en permanence, mais ça, je dirais, on l'a tous dit à un moment ou à un autre, c'est l'identification. On considère qu'ils sont comme nous. Ce sont des Européens. Entre la première fois on fait l'interview, c'est des Européens, et à la fin, il y a une distance, puisqu'après on dit oui, mais c'est pas si simple que ça, ils n'ont pas le même rapport à l'argent que nous, etc. etc. Donc, mais la première formulation est bien celle de l'identification. Et cette identification, elle construit une relation de confiance, même si on ne connaît pas l'autre. Et ça, c'est vraiment important, cette identification construit, après elle va peut-être se déconstruire dans certaines situations, dans d'autres pas, mais c'est une grande différence, c'est la logique singulière, qui par ailleurs, et ça c'est aussi important de ne pas le perdre de vue, ce n'est pas que... Il n'y a pas que les hébergeuses et les hébergeurs qui formulent cette proximité-là, c'est le discours global tenu par les responsables politiques, c'est aussi les Européens, ils sont comme nous, etc. Donc quelque part, c'est aussi un discours en surplomb qui vient aussi renforcer cette dimension de identification. La deuxième, c'est une logique humanitaire. Bon, certains disaient, peu importe la couleur, l'origine, c'est quelqu'un qui est dans le besoin et donc je vais l'aider. Ceci étant, la dimension humanitaire, elle est fortement corrélée à l'autre logique qui est la logique genrée. Je vous ai repris la photo du journal Le Soir, qui est le journal le plus lu en Belgique, du 3 mars 2022, avec cette photo-là en première page. Ça ne peut que générer de la compassion. S'il fallait faire une photo des transmigrants, ce serait un jeune, probablement subsaharien, ça ne génère pas la même compassion non plus. Parce que là, il y a quelque chose qui est très important dans la construction aujourd'hui sur les figures de la migration. On associe la qualité ou la propriété ou la caractéristique de la vulnérabilité aux femmes. Même dans un ordre patriarcal, les femmes sont à sauver ou à aider. Et donc ça génère nécessairement cette tendance A, versus la figure du jeune garçon menaçant. Il deviendra bien délinquant un jour ou l'autre. C'est important d'avoir ça en tête, parce que ça conditionne aussi la manière dont on réfléchit une partie de la... Enfin, après, on pourrait... Peut-être que j'exagère dans la manière de le dire comme ça, mais on peut... Mais ça contribue à la construction des figures légitimes de la personne vulnérable versus la personne menaçante, celle dont il faut se méfier et dont il faut se soupçonner. Et donc, la logique genrée, en fait, a été très importante parce que c'était une fusion entre la vulnérabilité, donc la raison humanitaire, et d'autre part, la dimension de venir en aide aux femmes. Et comme par ailleurs, c'est surtout une immigration féminine, et comme c'était aussi une immigration à la fois de femmes et d'enfants, et parfois aussi de 3 générations, les grands-mères, les mères et les enfants, ça génère aussi encore plus ces tendances.
Et puis il y a une chose qui est arrivée, qui était vraiment, alors personne ne l'a vu nulle part ailleurs, c'est la dimension de la mémoire collective qui a surgi surtout du côté néerlandophone. Et qui était, mes arrière-grands-parents ont fui la Belgique en 1940, quand l'Allemagne a envahi la Belgique, et ils ont été accueillis en France et en Grande-Bretagne. Il était normal que je vienne en aide à d'autres personnes. Donc cette dimension de mémoire collective, qui est familiale, c'est vraiment par rapport à des lignées familiales, est une autre motivation, par contre, qu'on ne trouve évidemment pas par rapport à la première population que je vous ai présentée jusqu'à présent. Alors, la dernière partie va être consacrée à l'hospitalité. C'est difficile de ne pas considérer que l'hébergement citoyen constitue une forme d'hospitalité, qui est, je dirais, la pratique inverse de ce qu'on voit aussi en matière d'immigration, qui est l'hostilité, et qui se manifeste parfois de manière très explicite dans différents pays. Alors, il y a eu beaucoup de débats parmi les philosophes sur qu'est-ce que l'hospitalité. Bon, la référence perpétuelle, c'est Jacques Derrida, qui, dans un entretien qu'il avait donné à Dufour-Mantel, disait il existe une loi inconditionnelle de l'hospitalité, en disant les politiques peuvent être inhospitalières, les pratiques des personnes ne peuvent pas être inhospitalières. Et il disait l'hospitalité consiste à donner à l'arrivant tout son chez-soi et soi, lui donner notre propre, sans lui demander ni son nom, ni contrepartie, ni remplir la moindre condition. Donc, c'est une exigence considérable. Et évidemment, en tant que sociologue, on dit oui, ça c'est vraiment une perception philosophique, mais c'est une définition abstraite, même un peu naïve de l'hospitalité, comme si l'hospitalité était juste un don gracieux et unilatéral. Et en fait, dans les travaux qui sont nés par après, à la fois par des philosophes d'ailleurs et par des sociologues, on en est revenu de cette définition-là. Il est clair que l'émotion, la compassion sont des éléments qui jouent un rôle très important dans la pratique de l'hospitalité, mais par ailleurs, on ne peut pas considérer que c'est une dimension tout à fait inconditionnelle en tant que telle. Ce qui est intéressant de voir, il y a des auteurs aussi qui parlaient de compétences civiques, à savoir que l'hospitalité, c'est une manière d'être au monde, qui n'est pas de définition politique, mais qui est une manière de se concevoir comme étant citoyen, et qu'elle mobilise des compétences civiques des personnes qui n'est pas déterminée, encore une fois, par des règles de ce qu'est la citoyenneté. Mais qui se mène d'ailleurs dans la pratique plutôt que dans l'analyse. On ne réfléchit pas toujours à ce qu'on fait, parfois on le pratique, et c'est cette pratique qui construit d'ailleurs cette dimension d'hospitalité. Alors, si l'hospitalité n'est pas une vertu morale, qu'est-ce que c'est ? L'hospitalité, c'est d'abord, au-delà de, encore une fois, le don de soi, c'est une interaction asymétrique. C'est la rencontre, alors ça déjà c'est compliqué parce qu'on pourrait dire hôte dans les deux cas, mais on a utilisé le terme d'invitant et de hôte juste pour clarifier le propos. Mais c'est une relation donc entre un invitant et, je vais dire au masculin ou au féminin, mais une invitante et un hôte, ou une hôte. Et il ne faut pas perdre de vue que l'invitant est toujours dans une position dominante. Parce qu'en général, ce n'est pas l'hôte qui a demandé à être bénéficier de l'hospitalité. C'est l'inverse. Bon, il y a une phrase qui le dit de manière la plus claire, j'aime bien l'utiliser, c'était Didier Fassin, que j'ai oublié de citer, parce que lui-même avait travaillé sur ces questions, comme d'ailleurs Michel Agy, disait, en général, l'hôte sait que l'invitant attend de l'humilité et de l'obligé plutôt que de la revendication d'un ayant droit. C'est clair que quand même quand on invite des amis, en général, c'est la phrase en disant « tu es chez moi, mais n'oublie pas que tu es chez toi ici, mais n'oublie pas que tu es chez moi ». Cette phrase-là montre bien
la dimension asymétrique de l'hospitalité, qui n'est pas un problème en soi, mais je pense qu'il faut le traiter et le prendre comme tel. Donc c'est un point important pour nous de le prendre comme point d'analyse. Une autre manière de parler évidemment d'hospitalité, c'est d'inscrire dans ce que Mauss, un anthropologue français très connu du début du XXe siècle, parlait en termes de l'économie du don. C'est quoi le don? C'est donner. Il y a un autre moment qui est très important, c'est savoir recevoir. Mais le savoir recevoir conduit aussi à un moment donné à être dans l'obligation de rendre. Donc on est dans une relation où on donne, on reçoit et on rend. Et quand on demandait aux hébergeuses et aux hébergeurs d'expliquer comment ce processus se passait, il y a un certain nombre d'exemples qui venaient, et je vais vous en fournir quelques-uns. Donc, le rendre est vraiment très important. Même un jeune gars de 17 ans qui est sur la route, etc., c'est très bien qu'à un moment donné, s'il est hébergé par quelqu'un, il doit faire quelque chose, il doit rendre. Et ce que fait, en général, pour diminuer la symétrie, c'est une chose très classique, c'est « je ne peux pas faire les courses, je suis l'autre, je ne peux pas faire les courses, je ne peux pas les payer, je ne range pas souvent la maison, l'appartement dans lequel je suis, par contre je peux préparer à manger. » Et préparer à manger, en essayant de trouver par ailleurs de la nourriture qui correspond au pays d'origine, donne encore plus d'importance, puisque c'est une manière aussi oui, c'est un don inversé, donc c'est vraiment ce qu'on appelle, Mauss appelle le contre-don. Et ça se porte souvent sur la question de la nourriture. La nourriture, c'est important, je vais revenir dans un exemple, mais la nourriture, c'est important parce que c'est de la convivialité et c'est aussi de l'intimité. Et donc ça montre la valeur, en réalité, du contre-don. C'est pour ça que j'aime bien aller chez d'autres personnes en venant offrir quelque chose, qui par ailleurs est souvent d'ailleurs de l'ordre de la nourriture. Et ce qui est important, par contre, pour l'invitant, encore une fois, sans porter aucun jugement de valeur à la manière de décrire les choses, c'est vraiment la description, c'est que souvent, l'invitant, c'est qu'il aime bien, c'est avoir un peu d'exotisme, également, c'est avoir quelqu'un qui vient d'ailleurs, ou alors d'avoir quelqu'un qui est tout à fait la même personne. C'est les deux figures de l'exilé transmigrant, c'est quelqu'un de très différent, et l'exilé ukrainien, c'est quelqu'un qu'on considère comme étant très proche. Et on a besoin soit de cette identification, soit à l'inverse d'avoir un exotisme. L'élément le plus complexe dans la relation entre un invitant et un hôte, c'est en fait l'invitant a toujours des attentes, mais qui ne sont pas formulées. Et quelle est l'attente la plus importante que peut avoir un hôte en rencontrant, puisque l'hospitalité, c'est une rencontre. C'est en fait que l'hôte se divulgue, dise son histoire, la raconte. Et généralement, l'exilé, il n'a pas envie de raconter son histoire. Et donc là, il se crée quelque part un nœud entre l'hôte, d'une part, et d'autre part, l'invitant. Parfois, on essaie de fausser là. Alors, on a fait quelques entretiens avec des personnes qui ont bénéficié de l'hospitalité et qui racontaient, oui, je racontais, mais je racontais pas la vraie histoire. C'est une manière de se protéger. C'est important aussi ils sont dans une manière de se protéger. Après, il y a des moments où, si la confiance était présente depuis longtemps, par exemple, il y avait un couple d'Érythréens qui était souvent logé chez la même personne, et finalement, après 4 ans, ils sont toujours là. La confiance est constituée, donc on n'est pas obligé de passer par ces artefacts. Mais c'est important de voir que, encore une fois, ça démontre que l'hospitalité, et c'est pas un souci en soi, génère de la symétrie, et cette asymétrie, elle n'est pas notamment de l'existence d'attente de la part des personnes qui hébergent. L'hospitalité, c'est aussi une épreuve. Combien de temps l'accueillir? Combien de personnes accueillir? C'est les questions permanentes que se posent les hébergeuses et hébergeurs. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était différent pour les transmigrants,
puisque parfois ils pouvaient héberger une semaine des hôtes différents chaque jour. Parfois il y avait des relations qui se créaient et donc c'était les mêmes hôtes qui revenaient. Et il y avait aussi, ne pas oublier que c'était des jeunes qui, comme ils disaient, I want my chance. Et my chance, c'était je veux tenter la traversée. Et s'ils ne réussissaient pas à la traversée, ben, ils revenaient. Puis certains vont abandonner l'idée de la traversée, donc ils sont restés sur place. Le combien de temps s'est surtout posé pour les exilés ukrainiens, puisque là, l'État a à la fois financé une partie des hébergeuses et hébergeurs, ce qui n'était pas le cas évidemment pour les hébergeurs qui accueillaient les transmigrants, mais en même temps, ils étaient beaucoup plus tenus par la nécessité d'avoir une convention signée, déposée auprès de la municipalité, etc., qui fait que ce qui s'est passé au cours de la première année, qui est 2022, le 1er juillet, il y avait les vacances, et donc les invitants se sont dit, mais est-ce que je vais garder encore chez moi les exilés ukrainiens ou pas? Et donc il y a beaucoup de personnes en fait qui ont renoncé à ce moment-là, puis d'autres qui ont repris après les vacances. Et donc cette question est très présente. Il y a fixer les règles. Comment est-ce qu'on fixe des règles dans l'hospitalité? Et singulièrement autour de deux espaces d'intimité de la maison, la salle de bain et la cuisine. Puisque là, on a chacun nos règles, et déjà, dans un couple, c'est pas toujours évident de savoir comment on fonctionne, alors quand il y a des étrangers qui arrivent, c'est encore plus compliqué. Mais fixer des règles, c'est vraiment important, puisque, encore une fois, c'est des pratiques différentes, c'est aussi des personnes aussi de cultures différentes, avec des objets différents. Et là, il fallait effectivement fixer des règles qui nécessitent d'être reconduites chaque jour et redéfinies chaque jour. Et puis un dernier point que je voulais signaler avant de terminer, c'est être un hébergeur ou une hébergeuse, c'est ce qu'on appelle une carrière morale. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on pratique l'hébergement, on a aussi une modification de sa propre identité. On se perçoit différemment. On se perçoit différemment en se disant « je continue ». Est-ce que je vais le faire encore 6 mois, 1 an? Où est-ce que je vais arrêter? Pourquoi est-ce que je vais arrêter? Et donc, il y a quelque chose qui est vraiment central dans la construction de l'identification de soi-même, qui se construit autour de ce qu'on appelle une carrière morale, parce que la carrière morale, c'est la modification de l'image qu'on se donne de soi-même, par la pratique que l'on a, et qui conduit soit à continuer, soit à arrêter. Alors, je voudrais conclure, si vous me le permettez, peut-être en élargissant le cadre par rapport à ce que je viens de vous évoquer. Ce sont deux exemples qui existent, qui ont existé plus exactement. Aujourd'hui, il existe encore de l'hébergement citoyen des populations venant d'Ukraine. Ceci étant, la plupart des acteurs disent ce n'est pas à nous à faire ce job, c'est l'État qui doit le faire. C'est la politique publique qui doit accueillir. Il faut augmenter le nombre de places pour accueillir les personnes qui demandent de l'exil. Nous sommes supplétifs d'une incurie politique. La question aujourd'hui se pose surtout en matière aussi de protection internationale. Comment est-ce que, je voulais terminer là-dessus, c'est quelle politique d'immigration est-ce que nous désirons? Et aujourd'hui, je pense qu'on est au cœur, parce qu'en gros, l'immigration constitue le premier sujet de préoccupation dans les enquêtes d'Eurobaromètre. Ça varie un peu d'un pays à l'autre. On ne sait jamais si c'est une préoccupation de tous les jours des individus ou c'est très construit par le discours cognitif et normatif des politiques qui portent tout le discours sur le sujet le plus polarisant qui est la question de la migration. Et la question se pose véritablement aujourd'hui sur est-ce que nous désirons surtout une politique sélective et identitaire de la migration? Est-ce que nous sommes... Certains auteurs disent aujourd'hui la politique d'immigration c'est une politique d'identité. On a besoin d'étrangers. Aujourd'hui, sauf si je l'ai déjà dit, je m'en excuse, Orban est le Premier ministre le plus hostile à la question de la migration. Il a fait un projet de loi puisqu'il a besoin de 450 000 travailleurs supplémentaires. Il est dans une procédure de conflit avec la Commission européenne parce qu'il a fait un recrutement de ces travailleurs en Russie, alors que normalement, avec la guerre, il ne peut pas le faire. Bon.
mais ça dit l'idée qu'on est sur un choix identitaire des migrants qu'on va accepter. Alors, on ne peut pas nier les attentats terroristes, on ne peut pas, c'est pas la campagne électorale en Allemagne qui va dire le contraire, on ne peut pas nier un certain nombre de problèmes qu'il y a eu. La question c'est quel type de politique d'immigration on veut, parce que ça je pense que c'est un sujet aujourd'hui qui est difficile pour ceux qui ont été dans une tradition des droits de l'homme, d'ouverture, face à un rouleau compresseur d'un discours de droite ou d'ultra-droite. En plus, avec Trump, ça ne résout pas, ça n'arrange pas la situation, mais elle est vraiment importante. Et la dernière chose que je voulais énoncer, c'est face à une politique d'immigration qui est plus restrictive pour une partie de la population, je pense qu'on peut considérer quand même que toutes les personnes qui tentent et toutes les associations qui tentent de venir en aide aujourd'hui aux migrants qui sont de moins en moins désirés, c'est quand même une preuve d'humanité qui reste parmi une population qui aujourd'hui se déméshumanise de plus en plus. Et je pense que c'est important de ne pas perdre de vue aussi cette dimension-là. Mais je vous interrogerai aussi sur cette question importante, c'est quel type d'immigration souhaitons-nous aujourd'hui? Je vous remercie. J'ai deux questions. Une question qui est liée à la dénatalité. En Italie, en Espagne, en Grèce, et un petit peu en France, mais pas du tout au même degré. C'est 1,2 en Italie, je crois, 1,3 en Espagne, etc. Il y a une dénatalité assez forte depuis 20-30 ans. En France, ça commence un petit peu. Est-ce que l'immigration pourrait être un remède, surtout s'il y a une baisse aussi constante, comme on le voit au Japon, en Corée du Sud, etc., où on arrive à 0,9. Deuxième question. On assiste apparemment, d'après mes amis qui accueillent des émigrés, dans le cadre associatif, à une baisse du nombre de mineurs non accompagnés. Alors, qu'est-ce qui explique cette baisse assez importante pour l'association SOS de l'enfance et de l'adolescence du Var? Alors, sur la première question, je vais juste rappeler que l'ONU en 2000 avait fait un rapport, la section démographique de l'ONU avait fait un rapport en disant qu'il faut dans les 50 ans 50 millions d'étrangers en Europe pour pouvoir répondre à la dénatalité. Et ça avait fait une réaction violente en disant avec quoi vous venez, c'était en 2000. Donc aujourd'hui, cette question de la dénatalité n'est pas posée. Aujourd'hui, la seule question qui est posée, c'est l'accroissement du taux d'activité des femmes pour pouvoir payer les pensions de demain. Et c'est la seule obsession qui existe, c'est la question de la natalité n'est pas posée. Ceci étant, la question de la natalité va se poser de manière évidente pour l'Europe, et la réponse qui va être donnée, je pense, n'est pas étrangère à ce que j'ai évoqué sur la sélectivité de la migration. C'est-à-dire qu'on va préférer des gens qui viennent probablement... Alors, une partie de la population et une partie des gouvernants voudront davantage probablement de la population qui vient de Moldavie, de Géorgie, d'Ukraine, etc., davantage que d'Afrique. Je pense que c'est un élément qui aujourd'hui, pour limiter l'hyperdiversification de la population européenne, et pas qu'en France d'ailleurs. Bon. Et c'est vrai que c'est pas la France qui est le plus, mais en Italie, que je connais nettement plus, on voit bien qu'il y a eu une substitution à un moment donné. Bon, l'Italie a beaucoup d'Ukrainiens, depuis longtemps, d'Ukrainiennes surtout d'ailleurs, dans le système de ce qu'on appelle les badantes en Italie, et des Roumaines, et donc il y a vraiment une volonté
davantage avoir de migrants qui viennent d'Europe de l'Est ou orientale davantage que d'Afrique. Donc là, il y en a vraiment sur la sélectivité. Sur le deuxième, à mon avis, c'est des changements de route migratoire. Parce qu'à l'inverse, à Bruxelles, on a énormément de mineurs non accompagnés qui arrivent à Bruxelles pour l'instant. Et donc, il n'est pas impossible qu'on les voit moins dans le Var, parce qu'ils vont privilégier une arrivée qu'on voit de plus en plus encore, plutôt sur le Maroc ou alors les Canaries, et l'Espagne, plutôt que par la voie centrale, qui est la route de Lampedusa ou de l'Italie, voire de la Grèce. Donc je pense que c'est une modification de la route migratoire, parce qu'en nombre total, ça ne diminue pas. Mais il y a de l'espoir, hein, ça a l'air toujours, quand un sociologue parle, c'est tout plombant. Et je veux dire, rien que le lieu ici est un lieu de mobilisation. Bonsoir monsieur. Il me semble que dans cette salle, il y a un très grand nombre de cheveux blancs. Oui. Vous arrive-t-il de présenter votre conférence devant des jeunes? Parce que, à titre personnel, je ne sais pas comment réagissent nos jeunes face à l'immigration. Merci. Oui. Donc, oui, en étant enseignant, évidemment, j'ai beaucoup de jeunes. Mais dans la jeunesse, je pense que bon, les données d'enquête le montrent de manière évidente, c'est que les populations qui sont avec... Alors, je vais mettre des pincettes à ce que je dis, hein, donc 3 tonnes de guillemets. Que les jeunes qui sont avec un niveau d'études relativement bas, ou qui sont en décrochage, ce qu'on dit en Belgique, décrochage scolaire, etc., sont aussi des personnes qui voient dans les migrants des compétiteurs dont ils seraient mis en danger, et donc ont une opinion en général négative. Et c'est par ailleurs, quand on prend toujours les études et les sondages, que c'est parmi la population jeune les plus diplômés où la dimension du cosmopolitisme, de la diversité est la plus valorisée. Et si elle l'est, c'est effectivement parce qu'on se trouve dans une situation sans doute moins compétitive à ce niveau-là. Maintenant, sur la migration, il y a des nouvelles tendances qui sont très évidentes, et dans des pays comme l'Italie, la France, mais aussi en Flandre, en Belgique, il y a beaucoup de jeunes qui sont tout à fait contre l'immigration. Et singulièrement contre la migration subsaharienne ou de confession musulmane. Et ça, il ne faut pas tourner autour du pot. Oui, c'est présent. La construction du communautarisme minoritaire, mais majoritaire aussi, parce qu'on oublie toujours le communautarisme du groupe majoritaire, rend difficile la rencontre ou le contact. Or, c'est lui seul qui peut nous permettre de pouvoir dire oui, on peut vivre ensemble et on peut faire des choses ensemble. Et vous avez raison, il y a une modification générationnelle qui est à l'œuvre aujourd'hui, et c'est même la même chose pour Trump. Il y a plein de gens qui ont voté pour Trump et qui sont très contents qu'on dise on va ramener 20 millions, ça fait n'importe quoi, mais 20 millions d'illégaux dans leur pays. Mais il y a une dimension aujourd'hui identitaire qui est forte aussi dans le groupe majoritaire, avec une aversion pour ce qui est différent. Ce qui est très curieux, c'est que les démographes, sur des chiffres, estiment qu'il n'y a pas d'augmentation de l'immigration. C'est prouvé partout. Et les politiques veulent voir une augmentation de l'immigration. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ce hiatus entre le savant et le sachant et le politique. Donc il y a une chose aussi, toutes les enquêtes depuis plus de 10 ans qui demandent à la population quel est le taux d'étrangers dans votre pays, surestiment très largement le nombre d'étrangers qui existent. Et donc je pense que je suis de ceux qui pensent que c'est le discours politique qui formate un discours global qui est détaché de la réalité. Quelqu'un comme François Héran, il peut présenter des dizaines et des dizaines et des centaines de tableaux, etc. Ça n'imprime pas. Non. Ça ne fait pas récit.
ça fait donner. Et le récit de dire on est envahi, quand bien même ça ne matérialise pas par des données, ça fonctionne et ça s'imprime dans le cerveau. Et donc ça, c'est un des dangers. Alors, Umberto Eco avait fait un très beau livre très court, qui s'appelle Les mots du fascisme. Et il dit, pour que le fascisme fonctionne, c'est vraiment Trump, hein, il faut des phrases avec 10 mots maximum. Sujet, verbe, complément. Et qui fonctionnent comme un slogan. Et à force d'être répété, ça s'imprime dans le cerveau et ça fonctionne comme réalité. Et cette réalité-là, elle est détachée ou déconnectée des données, mais elle fonctionne comme objectivation une fois qu'elle est dite. C'est l'idée de la performativité du discours. Dire, c'est faire. Et donc, ça devient une réalité. Et c'est effrayant. Vous saviez que Trump menaçait de virer quelques 800 000 Ukrainiens qui étaient accueillis. Ah non, ça je ne savais pas. Enfin, il n'aime pas tellement les Ukrainiens. Voilà. Pour en revenir, je vais vous repasser le micro. Pour en revenir à François Héran, j'avais lu un article dans Le Monde qui était très amusant, enfin amusant si on peut dire. C'était François Héran qui était littéralement soufflé par le discours de M. Barnier, parce qu'ils ont travaillé ensemble pendant un certain nombre d'années, et il retrouve Barnier comme Premier ministre de la France, qui tient un discours qui n'avait rien à voir sur l'immigration, sur l'exil, sur les exilés, qui n'avait rien à voir avec les données sur lesquelles ils avaient travaillé. Et François Héran termine son article en disant « J'espère, M. Barnier, que vous avez conscience du hiatus qui est en train de se poser. » Et la question aussi, est-ce que les jeunes aussi, est-ce que le discours qui consiste sans arrêt à présenter la question de l'immigration comme une question sécuritaire, comme quelque chose qui nous met en danger, c'est quelque chose qui est insupportable, je veux dire, et puis qui est vu par le petit bout de la lorgnette, on ne voit qu'un aspect, donc il y a tous les autres dont on a parlé, mais là, le discours, nous on a un ministre de l'Intérieur qui fait, comment dirais-je, qui fait son marché, j'ai envie de dire, sur la question de l'immigration. Et je me demande pourquoi cette question relève uniquement, à l'heure actuelle, du ministère de l'Intérieur. Pourquoi ça ne relèverait pas du ministère de l'Économie, du ministère, je ne sais pas moi, de la politique étrangère, de tout ça? Pourquoi ça se retrouve uniquement dans les mains de... C'est un changement au niveau européen. Donc, traditionnellement, l'immigration était rattachée au ministère des Affaires sociales ou de l'Emploi. Et puis, dans les années 70, c'est les ministères de l'Intérieur qui sont devenus responsables, en ce compris au niveau de l'Union européenne. Et je voudrais juste rajouter aussi une chose, c'est, jeune ou pas jeune, mais le fait d'avoir une histoire migratoire, c'est pas un antidote contre le racisme et contre le rejet. Bardella, deuxième génération d'immigration italienne. Bolsonaro au Brésil, deuxième génération d'immigration italienne. Milei en Argentine, deuxième génération d'immigration italienne en Argentine. Donc, c'est important de ne pas perdre de vue ça, c'est que ce n'est pas un antidote. Hélas. Oui, bonsoir et merci beaucoup pour votre conférence très intéressante. Ici, même à Toulon, l'accueil, c'est tout à fait comparable à la Belgique. L'accueil des Ukrainiens, des réfugiés ukrainiens, a été très différent de l'accueil des autres réfugiés. En particulier, l'exemple qui était plus récent, c'était les Syriens. Mais donc c'est tout à fait comparable, même si après c'est pas tout à fait, ça n'a pas été accueilli, on n'a pas les mêmes modèles, mais ça a été tout à fait comparable. C'était très très différent. Et moi je retiens un mot, mais vous l'avez dit qu'une seule fois. Vous croyez pas qu'on cherche des migrants assimilables? En fait, oui. On tolère beaucoup plus des migrants qui seront assimilables plutôt que des migrants
qui sont totalement différents. Et là viennent sous-jacents, ce que vous avez dit, les problèmes de religion, les problèmes, pas que d'ethnie, des problèmes, voilà, en particulier de religion. Et c'est ce mot-là, assimilable. On voudrait assimilable et pas le remplacement. Oui, c'est ça. Oui, vous avez tout raison. Je n'ai pas insisté, mais donc dans le livre d'Alexis Spire sur l'immigration en France, il le montre de manière tout à fait évidente, même entre 1960 et 1970, que ce terme l'opposition entre assimilable et non assimilable est très présent. À un moment donné, ce mot est tombé un peu en disgrâce parce que le dire, ça générait tout de suite une réaction de dire oui, c'est raciste de le dire, etc. Donc ça n'a plus été utilisé. Donc on utilise d'autres vocables aujourd'hui et qui signifient la même chose. Et donc on ne va pas dire assimilable, pas assimilable, mais on va plutôt choisir des gens qui nous sont proches, qui sont comme nous. Voilà, c'est ça la raison. Mais vous avez tout à fait raison. C'est ça l'opposition. Merci pour cette description des accueillants. Je me suis senti assez concerné. Il y a une association, Welcome VAR, qui accueille justement les... Alors c'est une catégorie et il y a d'autres associations pour différentes catégories, parce que c'est plus facile d'avoir un accompagnement. Il faut effectivement héberger, guider, donner des cours de français, il y a beaucoup de choses à faire. Par contre, j'étais à une réunion il n'y a pas longtemps à la Seine où on écoutait des gens de... La préoccupation de ces gens-là, c'était de manger à la fin du mois et c'était d'avoir un habitat digne. Et c'était ce qui revenait, et personne ne parlait d'immigration. Donc ça, c'est le premier... C'est vraiment on va dire les politiques ou les médias qui nous font parler de ça, alors que c'est pas un sujet majeur. En réalité, le sujet majeur, ils sont ailleurs. C'est de manger et d'avoir un toit. Et après, pour l'accueil des migrants non ukrainiens, le gros problème, c'est effectivement la possibilité de travailler. En Autriche, ils peuvent travailler pratiquement tout de suite quand ils arrivent. Et en France, moi j'en ai eu qui attendaient 4-5 ans avant d'avoir le droit de travailler, ou en tout cas, c'est trop compliqué pour les patrons de les embaucher, donc du coup, ils sont sans travail. Et du coup, effectivement, ça fait une population qu'on va dire assistée, qu'on va traiter de tous les maux, mais c'est politique. Politiquement, si on leur donnait tout de suite le droit de travailler, parce qu'ils font des travaux que personne ne veut faire. Si vous avez dans un arrière de cuisine de grands restaurants, il n'y a pas un Français. Vous parliez des cueilleurs de pommes, bah là, à Manosque, c'est pareil. Il n'y en a pas un qui est français. Donc voilà, il y a vraiment cette question de régulariser ce travail, parce que du coup, ils font du travail au noir. Soit ils ne travaillent pas, ils sont inactifs, soit ils font du travail au noir. Voilà, donc il faut vraiment changer ce niveau-là au niveau politique. Et vous avez raison sur juste... Parce que dans l'extrait ici qui dit on s'en fout de la couleur, l'origine, tout ça, c'est quelqu'un qui est dans le besoin. Vous énoncez, c'est avoir à manger, avoir un logement, c'est avoir un être humain qui est dans le besoin. Et pas le qualifier tout de suite d'immigré. Et donc on se pose la question, est-ce que c'est un méritant ou pas un méritant? Parce que ça, c'est l'autre catégorisation. Il y a assimilable, non assimilable. Et puis il y a les méritants qu'il faut aider, et puis les non méritants, on peut les laisser tomber. Et donc vous avez raison que cette question-là est vraiment primordiale, mais qu'elle n'est pas considérée. C'est le politique qui vient lui donner une charge à la fois émotionnelle et qui guide aussi une dimension proprement politique. Moi, je suis enfin très inquiète en ce qui concerne les fameux choix identitaires. Parce que si on ne doit choisir d'accueillir que des gens qui sont assimilables, qui sont comme nous, c'est-à-dire on va éliminer toute une partie du reste du monde. Et est-ce que ça ne va pas générer des rancunes, des haines? Certains vont se dire pourquoi elle, parce qu'elle est ukrainienne, blanche, elle peut venir, elle va avoir des conditions formidables, et pourquoi moi, par exemple somalien ou syrien, je ne peux pas rentrer? Je crains que ça ne crée à terme encore, ça continue de creuser le fossé entre le nord et le sud. Si vous voulez, et ces choix identitaires me posent un problème, comme si un homme ne valait pas un autre homme. Voilà, il y a quelque chose comme ça, il y a 2 poids et 2 mesures, et à terme, si on accepte... Alors je sais bien qu'en Afrique, il y a
des chemins l'immigration interne au pays de l'Afrique est très très importante, mais je parle entre le nord et le sud, ces disparités, elles me posent problème. Il ne faut pas oublier qu'on va sortir un livre la semaine prochaine avec des collègues africains. 95% des migrations en Afrique sont intra-africaines. En Europe, il y a une petite partie jusqu'à... Maintenant, il y a une chose on est dans un processus. Je suis aussi responsable d'une association qui s'appelle la Coordination des initiatives étrangers et réfugiés en Belgique, et on est en train de réfléchir à quel autre récit narratif avoir en étant de gauche sur la migration, puisque on est toujours avec le dos au mur à devoir répondre à ce qui est proposé comme un discours qui est cohérent, et ça fonctionne comme un bulldozer. Il y a une chose quand même ou même en tant que sociologue, on a péché je dirais jamais par angélisme, pas l'avoir vu, pas soutenu, etc., c'est que la migration est devenue beaucoup plus individuelle. Donc c'est plus compliqué aussi. Nous venons d'une tradition, si vous voulez, si on reprend la tradition du début, c'était quand même assez facile, quoi. Je veux dire, on avait des Algériens, on avait des Marocains, on avait des Turcs, on avait quelques Sénégalais, on faisait quelques nationalités en mobilité, qui par ailleurs étaient organisées par des villages entiers, organisées par des associations qui encadraient, et donc c'était une immigration encadrée. Aujourd'hui, on a une immigration d'individus, avec une grande diversité, et qui n'ont pas nécessairement de lien. Ce qui suppose une politique d'intégration beaucoup plus importante que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. L'idée de... Voilà, c'est l'apprentissage du français, l'apprentissage des règles, tout ce qu'on... Donc je ne vais pas être dans une logique de dire les migrants doivent être assimilés, c'est pas ça que je veux dire. Les conditions de participation à la vie sociale, économique et culturelle d'un pays supposent d'aider ces personnes à acquérir l'ensemble des codes pour pouvoir vivre dans la société dans laquelle ils sont. Dans les études que l'on a fait sur les réfugiés, en Belgique, c'est parfois un peu catastrophique sur un sujet, par exemple sur le marché du travail. Donc en Belgique, on a quelque chose qui est l'équivalent du RSA, mais qui est beaucoup plus élevé en allocation, c'est plus de 1 200 €. On a des personnes qui sont reconnues comme réfugiés. 30%, excusez-moi, de ces réfugiés, dans le fait, c'est sur l'ensemble de la population. Ce n'est pas un échantillon. 30% de ces personnes sont toujours au chômage après 4 ans qu'ils ont obtenu le statut de réfugié. Si on ne fait pas une politique volontariste d'intégration sur le marché du travail de ces personnes, ça alimente l'idée qu'ils sont là juste pour gratter l'argent de la Sécu, et 2, on ne va pas les aider non plus. Donc là, je pense que il y a à faire un travail conséquent sur la question de l'intégration, les institutions et les pratiques d'intégration par rapport à ces populations. Parce qu'encore une fois, c'est plus une migration d'individus avec des nationalités très différentes, avec des langues très différentes, avec même des groupes ethniques très différents à l'intérieur d'une même nationalité, qui suppose quelque part un encadrement différent. Parce qu'aussi, à l'époque, juste ces époques mythiques de 45 jusqu'à 80, en fait, les organisations, les associations, les organisations, dont à l'époque même les organisations syndicales, structuraient en fait ces populations. Et ça n'existe plus, à la fois pour la population nationale française, mais à la fois pour les étrangers. Et donc, il faut être plus présent que l'on est aujourd'hui. Alors évidemment, il y a des associations, elles le font, et on le sait. Mais par rapport à la tâche à réaliser, je veux dire, on n'est pas suffisamment bien étudié et on n'est pas non plus convaincu de devoir le faire, je pense. Bien. Dans certains quartiers, 30% des jeunes, quand on a quelques-uns, sont au chômage. Oui, oui. Et donc, si on ne les accompagne pas, ça va bien se passer. On sait aussi que la Z-Mafia s'empare de certains quartiers, ailleurs, à Toulon et ailleurs, à Marseille surtout, et ailleurs, avec un mode de fonctionnement mondial. Dubaï et puis presque pour flancher de l'argent, etc. Donc, des choses ont changé, c'est déjà. Bien. Ben, écoutez, je vois qu'on a du pain sur la planche. Hein. Voilà, je vous remercie. Je remercie surtout Audrey d'être avec nous.